Bonjour, bienvenue à notre débattage du commissaire à l'éthique et à la déontologie. Aujourd'hui, on va discuter des conséquences qu'a pu avoir la pandémie de COVID-19 sur l'application des règles d'éthique et de déontologie qui s'appliquent aux députés, aux ministres et aux membres du personnel politique. Je suis François Corriveau, je suis avocat auprès du commissaire. J'ai avec moi ma collègue Caroline Le Breton-Prévost. Bonjour Caroline, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, toi? Ça va très, très bien. Aujourd'hui, on a l'immense privilège d'avoir la commissaire à l'éthique et à la déontologie du Québec. Comment ça va, Ariane, aujourd'hui? Bonjour François, bonjour Caroline, ça va très bien, merci. Très contente d'être ici. Peut-être que pour lancer les discussions, Ariane, on pourrait commencer avec un peu une petite mise en bouche de la situation, comment ça a été vécu, peut-être rappeler un petit peu le contexte à l'époque. Donc, je te laisserai la parole simplement pour lancer la discussion. En effet, 10 ans, c'est très jeune pour une institution. Et clairement, la pandémie de COVID-19 est la première crise à laquelle le code est confronté. C'est évident que la pandémie a chamboulé le monde au complet. Le milieu parlementaire québécois n'a pas été épargné, évidemment. L'Assemblée nationale a même suspendu ses travaux pendant quelques semaines. Cependant, le travail des députés n'a pas arrêté, loin de là, mais il s'est un peu adapté aussi, transformé. Et le code s'est adapté aussi. Puis je pense que c'est ça qu'on va voir dans les exemples. Je pense qu'on a prévu de discuter aujourd'hui ensemble, donc notamment un point sur les déclarations d'intérêt que les députés doivent remplir à chaque année. On a eu, ça doit vous rappeler quelque chose, je pense, certains élus qui se sont impliqués dans des CHSLD suite à l'appel du premier ministre qui a posé certains enjeux au niveau du code et également les aides gouvernementales, notamment les aides économiques pour aider les travailleuses et les travailleurs et les entreprises. On va voir comment ça a affecté aussi le code. En fait, on pourrait même tout de suite passer et parler des déclarations d'intérêt. Je pourrais débuter en exposant un peu ce que sont des déclarations des intérêts. Je pense que ce serait intéressant pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. Donc, les déclarants, ceux qui remplissent les déclarations des intérêts personnels, ce sont les membres de l'Assemblée nationale. Donc, ministres et députés. Exactement, mais également les directeurs de cabinet de l'Assemblée nationale et de cabinet ministériel. Donc, ce qu'on retrouve en gros dans ces déclarations-là, ce sont les principaux éléments d'actifs et de passifs. Les revenus aussi? Les revenus, c'est ça. Donc, c'est un des éléments d'actifs, mais on veut aussi retrouver, par exemple, les participations à des conseils d'administration, des liens que pourraient entretenir les déclarants avec des entreprises. Les membres de la famille immédiate aussi doivent remplir les déclarations des intérêts personnels, donc conjoints et enfants à charge. Les formulaires sont détaillés en fonction des responsabilités des déclarants. Donc, le formulaire pour les ministres va être beaucoup plus détaillé, beaucoup plus exhaustif que pour les directeurs de cabinet ou les députés. Puis, Caroline, juste pour ajouter à ta description, je pense que c'est bien de mentionner que c'est quand même un plaisir récurrent annuellement et donc à chaque année, on doit compléter une telle déclaration, en tout cas mettre à jour sa déclaration initiale qui est faite suite à l'entrée dans la vie politique. Puis c'est un peu comme les impôts, hein, ça revient à chaque année. Puis on peut pas dire que c'est un exercice qui est forcément très plaisant, mais c'est un mal nécessaire. Oui, parce que c'est vraiment rempli dans un objectif de prévention. En fait, nous, de notre côté, ça nous donne toute l'information pour être bien au fait de la situation de chaque déclarant et d'identifier les possibles situations de conflit d'intérêts, proposer des mesures à mettre en place pour éviter justement de se placer en situation de conflit d'intérêts. Donc, accompagner les gens pour qu'ils puissent répondre adéquatement aux exigences du code ou des règles. Puis je pense qu'il est important de mentionner aussi, c'est que oui, l'objectif de prévention, puis ça c'est très important, mais il y a aussi un objectif aussi de transparence parce que il y a un résumé des déclarations qui est produit, donc un sommaire qu'on met en ligne une fois qu'on a analysé la déclaration de tous les élus, pas celle des directeurs de cabinet par exemple, mais tous les parlementaires, leur sommaire se trouve en ligne, puis c'est généralement bien, c'est attendu en tout cas de la part des médias, des citoyens. Là, cet exercice annuel est
tombé un petit peu en plein milieu, au tout début là, de la crise de pandémie. En fait, on venait d'envoyer le courriel qui disait voici, on est rendu à cette charmante période de l'année, vous devez remplir votre déclaration. Puis comme on essaye de se lier pas mal au temps où on produit notre déclaration de revenus, on avait prévu une date fin avril. Et puis finalement, je veux dire, une semaine après, on tombe en confinement, donc on s'est dit c'est pas possible, ça tenait pas la route étant donné tout ce qui se passait. L'Assemblée nationale était suspendue, les députés étaient tellement pris dans leur circonscription à aider les citoyens, etc. Dans l'urgence. Je veux dire, c'est évident que ce type de formalité, je pense qu'il fallait un peu l'écarter, donner le temps de bien saisir l'ampleur de ce qu'on vivait, aux députés de se revirer de bord, là, parce que leur quotidien a changé, leurs tâches ont changé. Donc, on a vraiment, on a mis ça de côté, puis on l'a simplement décalé d'à peu près un mois et demi. Je pense que ça correspond grosso modo au temps où l'Assemblée a été suspendue. On a comme un peu suspendu le processus. Mais je pense que il fallait qu'on fasse ça, qu'on écarte cette. D'ailleurs, les impôts eux-mêmes avaient été. Oui, effectivement. Et ça changeait rien au fait qu'on demeurait quand même disponible pour des avis, des conseils. Donc, les députés pouvaient tout de même et le personnel politique nous contacter pour obtenir un avis par rapport à leur situation. Donc, on était quand même disponible. C'est seulement on avait repoussé la date là, pour transmettre leur déclaration. Ultimement, les gens ont communiqué l'information. Là. Aujourd'hui, on enregistre à la mi-juillet. Aujourd'hui, à ma connaissance, les déclarations ont été produites. On est en train de les analyser. Donc, fait que l'information est reçue, la transparence aura lieu et l'accompagnement se fait. Parlant d'accompagnement, comme tu disais, Caroline, on était présent pour assister les gens qui avaient des questions, surtout dans un contexte comme ce qu'on vivait où, évidemment, des situations imprévues amènent des questionnements imprévus. Une des questions qui a été rencontrée, c'est celle liée aux interventions et aux aides dans le milieu hospitalier, dans les CHSLD. Peut-être qu'on peut juste refaire je pense que en contexte. Là, on en a entendu amplement parler dans les médias de la pénurie de main-d'œuvre dans les établissements de santé, notamment les CHSLD. Et il y avait eu pendant la crise, pendant la pandémie, un appel du premier ministre aux citoyens à venir prêter main forte dans les CHSLD notamment. Et on entendait des histoires assez troublantes. Il y a eu certains députés qui se sont portés volontaires pour aller prêter main forte dans ces établissements. Pour montrer l'exemple, je pense aussi, pour montrer, pour peut-être raisonner encore plus l'appel du premier ministre. Il faut se rappeler que c'était pendant le moment où les travaux étaient suspendus aussi. Donc, puis je pense que c'est ça, c'est dans une volonté aussi d'inciter les citoyens à venir en aide là, à leurs concitoyens. Donc, il y a eu cette situation qui s'est présentée et qui a présenté une nouveauté, des nouveaux enjeux par rapport à l'interprétation et l'application du code, notamment en ce qui a trait aux règles concernant les incompatibilités de fonction et l'exclusivité de fonction. Oui, parce que pour ceux qui nous écoutent, en gros, question d'éviter les conflits d'intérêts potentiels, les élus ont certaines règles qu'ils doivent suivre pour ne pas, justement, se mettre dans une position où ils seraient à cheval entre des intérêts divergents, notamment pour ce qui est des députés, de ne pas dédoubler des fonctions, donc la fonction de députés et d'autres fonctions dans le secteur public, là, que ce soit des fonctions à titre d'élu municipal ou que ce soit dans les réseaux de l'éducation et de la santé. Il y a certaines activités que les députés peuvent faire, des activités didactiques ou professionnelles, mais c'est sous certaines conditions. Pour les ministres, c'est la règle est une règle d'exclusivité de fonction, donc ils doivent se dédier entièrement à leur charge de membre du conseil exécutif. Et de celle de député. Et de celle de député, parce qu'ils sont les deux. Ils sont par nature députés avant d'être ministres. Donc, tu fais bien de faire cette petite explication pour bien comprendre l'enjeu auquel on était confronté, parce que quand on a vu certains élus se rendre disponibles et aller prêter main forte, on s'est demandé comment on allait concilier tout ça donc avec le code, mais rapidement on s'est rendu compte que en fait
on n'est pas du tout dans un cas de figure où les députés voulaient travailler là à côté de leur charge d'élu. Là, c'était dans le cadre de leur charge d'élu. Maintenir une activité professionnelle. Oui, c'est ça. C'était rémunéré, etc. Un travail. On n'est pas dans un cas de figure comme ça. On était vraiment dans un cas. C'était ponctuel, prêter main forte. Il faut se rappeler ce qu'on entendait. C'était épouvantable. Les nouvelles étaient plus tristes les unes que les autres, jour après jour, dans les CHSLD, ce qui fait que ils ont vraiment été aider leurs concitoyens puis montrer l'exemple aux autres. Fait que je pense que il fallait voir ça comme ça. Et donc, on s'est vraiment tourné vers les valeurs et les principes éthiques qui sont contenus au code, qui nous servent régulièrement dans l'interprétation. Mais là, plus que jamais, c'est vraiment, on est exactement dans le cadre de ce que les valeurs de l'Assemblée nationale exposent, c'est-à-dire on est dans l'amélioration des conditions sociales et économiques des Québécois, dans l'aide aux citoyens. Ça peut pas être autrement que ça. Donc, on a vraiment, on a vu ça dans ce cadre-là. Et c'était l'intention. Il n'y aurait pas eu la pandémie. Non. Leur intention n'aurait pas été. Non, c'est absolument. Puis d'ailleurs, si on avait interprété ça d'une autre façon, si on avait tenu une interprétation plus stricte et qu'on avait essayé de faire cadrer ça dans les articles d'incompatibilité, d'exclusivité de fonction, on aurait même été à la limite, je pense, à l'encontre des valeurs de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Le fait de porter assistance aux citoyens, d'être au service, c'est ça, de la loyauté, c'est vraiment la base, c'est le fondement du code. Puis, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'était pas, je pense pas que c'était envisagé de la part des députés et en fait ni de notre part comme l'exercice d'une fonction parallèle. C'est pas comme si les députés à long terme souhaitaient continuer à pratiquer une activité professionnelle parallèlement à l'exercice de leur charge. C'était vraiment ponctuel. C'était pour venir en aide aux citoyens qui fait aussi partie de leur fonction et c'était pour répondre à un besoin client, là, à une situation d'urgence. Donc, c'était tout à fait en phase là, avec la charge de député qui fait partie, en fait, du rôle d'un ministre. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, les ministres sont d'abord et avant tout des députés et c'est pas parce qu'ils sont ministres qu'ils ne sont plus au service des citoyens. Puis, de toute façon, les gens qui ont fourni cette assistance-là ont renoncé à toute rémunération. Absolument. À partir du moment où on dit que c'est dans le cadre de leur charge de député, ben ils ont des allocations pour être député. Donc, c'est évident qu'il n'y avait pas de rémunération qui pouvait être reçue à ce titre-là. Ça, c'est bien évident. Donc, ça a été tout à fait observé et ça allait de soi. Je pense que ça n'a même pas été un enjeu, absolument pas. Ben non, puis à ce moment-là, il n'y a pas de question de conflit d'intérêt potentiel qui se soulève. D'ailleurs, à ce sujet-là, autre question qui a été soulevée qui pouvait rappeler la question de conflit d'intérêt potentiel, la question des marchés avec l'État et la situation qui était générée par la pandémie. Malheureusement, on se souvient qu'en mars, quand le confinement a débuté, beaucoup de gens ont perdu leur emploi, ont été mis à pied pour des durées indéterminées. Beaucoup d'entreprises ont dû cesser leurs activités avec des risques financiers que ça pouvait impliquer. Il y a eu une réponse de différents paliers gouvernementaux, donc palier provincial. Le gouvernement du Québec a mis en place différents programmes pour aider travailleurs et entreprises à du moins passer à travers la crise. Ce qui a soulevé la question liée aux entreprises qui pour lesquels certains élus avaient des... Et voilà pour laquelle certains élus pouvaient avoir des intérêts qui d'habitude ne font pas de marché avec l'État. Peut-être que dans un premier temps, on peut... Oui, parce que la question est toujours épineuse. Qu'est-ce qu'un marché avec l'État? Écoute, François, un marché au sens du Code d'éthique et de déontologie, c'est très, très large. Donc, ça vise évidemment tout contrat qui serait conclu de gré à gré avec l'État, mais également des subventions, d'autres types de contrats qui auraient été obtenus à la suite d'un appel d'offres, des subventions, programmes. Donc, c'est très large. Puis, l'État... Avec, que ça peut être soit un ministère ou le gouvernement, mais n'importe quelle société publique ou des sociétés déléguées mandatées. Là. Oui, exactement, c'est ça. Donc, le gouvernement, mais également un ministère ou un organisme public du Québec qui sera assimilé à l'État au sens des règles du Code. Puis, les règles, sommairement, concernant les marchés avec l'État, en fait, elles sont distinctes pour les députés et pour les ministres. Donc, encore une fois, les règles vont être un peu plus exigeantes pour les membres du Conseil exécutif.
sommairement, pour les ministres, ils ne peuvent pas détenir d'intérêt dans une entreprise qui participe à des marchés avec l'État, quel qu'il soit. Pour les députés, ce sera permis dans certaines circonstances, mais à différentes conditions, et notamment l'autorisation de la commissaire va être nécessaire. Donc, on s'est questionné à savoir, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces règles-là? Clairement, c'était clairement un marché. C'était plutôt, bon, qu'est-ce qu'on fait avec le contexte très exceptionnel, très particulier de la pandémie et cette règle-là concernant les marchés avec l'État? Je pense que d'entrée de jeu, je pense que c'est bon de mentionner, on a considéré ça comme presque un cas de force majeure. Donc, c'était clair qu'il fallait agir vite de la même façon que quand le confinement est arrivé, des impacts négatifs sont rapidement arrivés, des mesures d'aide ont été aussi assez rapidement annoncées, ce qui a fait en sorte qu'on devait aussi agir vite et dans un contexte où on a des intérêts dans une entreprise et qui normalement ne pose pas de problème parce qu'elle n'a pas de marché avec l'État. Tout d'un coup, elle a besoin de souscrire à une aide gouvernementale pour assurer sa survie, pour assurer de pouvoir payer ses employés, de payer son loyer, etc. Et on n'a pas vraiment le temps, on n'est pas dans un contexte où on se dit, OK, bon, mais je vais me séparer de mes intérêts, je vais faire toute une procédure qui peut parfois être longue. Là, on devait réagir vite également, puis donc on a rapidement informé les élus là, que ceux qui avaient des intérêts dans une entreprise qui normalement n'avaient aucun marché avec l'État, on leur a dit s'il vous plaît contactez-nous rapidement pour qu'on évalue votre situation dans le contexte particulier. Donc on leur a tout de suite indiqué qu'on allait faire preuve d'ouverture, de souplesse, évidemment en assurant quand même l'application du code et le code c'est pas pour prévenir les conflits d'intérêts. On peut proposer d'autres mesures pour pallier, donner des consignes particulières, mais on essayait de ne pas pénaliser et de voir de manière comme dans une bulle, un peu la bulle pandémie COVID-19, pour essayer de pénaliser le moins possible. Oui, la note d'information en fait qu'on a diffusée à ce sujet, c'était vraiment une note qui invitait les élus et le personnel politique qui pouvaient se trouver dans une situation où ils ont un intérêt dans une entreprise qui pourrait bénéficier de ces programmes-là. À nous, c'était une invitation à communiquer avec nous. En fait, on n'avait pas non plus de décision définitive qui était émise par le biais de cette... C'est pas tout est permis. Non, c'est ça. Quand même, on voulait montrer une ouverture parce je pense qu'elle était de mise. Puis là encore, je veux dire, côté, quand on regarde les valeurs de l'Assemblée nationale, on en a parlé tantôt, là, l'amélioration des conditions sociales et économiques des Québécois, mais je veux dire, ces mesures d'aide visaient essentiellement, directement et indirectement les travailleuses, les travailleurs, tout ça. Et je pense qu'au minimum, il faut qu'on voit ça comme l'intention de la non-dégradation au minimum des conditions de vie des Québécois. Donc, je pense qu'il fallait le voir aussi sous l'angle des valeurs. Puis, essentiellement, pour ce qui est du code, l'idée, c'est pas d'empêcher les entreprises de bénéficier de ces programmes-là. C'est d'éviter que des élus aient des intérêts dans des entreprises et bénéficient indirectement là, de ces programmes-là qu'ils peuvent eux-mêmes gérer, décider ou créer. On n'était pas dans ce contexte-là. On est dans le contexte de programmes qui s'appliquaient à tout le monde ou presque. Et de façon exceptionnelle en raison d'un contexte qui pourrait s'apparenter à un cas de force majeure. Mais encore là, la note d'information qui a été diffusée constituait pas un chèque en blanc. C'était vraiment parce qu'en matière d'éthique et de déontologie, tout est affaire de contexte. Donc, c'était vraiment une invitation à nous consulter pour qu'on évalue au cas par cas si, dans ce contexte-là, c'était possible de conserver des intérêts dans une entreprise qui pourrait bénéficier des programmes d'aide. En guise de conclusion sur tous les enjeux qu'on a vécu dans la crise, je veux dire, on dit toujours qu'en éthique, en déontologie parlementaire ou déontologie de manière générale, mais le contexte est fondamental. Mais là, ce que la crise est venue montrer, puis nous a appris, c'est que le contexte et notamment la prise en compte du contexte a été vraiment très, très importante, mais également, on s'est beaucoup tourné vers les valeurs et les principes éthiques qui sont une composante du code, qui sont toujours là en trame de fond, mais c'est comme si la pandémie est venue les mettre à l'avant-scène, complètement en avant.
Et ça permet en quelque sorte, parce que on le sait, les valeurs, les principes éthiques, c'est des concepts qui sont généralement souples, évolutifs. Je pense que c'est ça qui permet à la déontologie parlementaire d'être un droit vivant et qui permet de s'adapter et de traverser les crises comme celle qu'on a vécue, qui n'est pas terminée d'ailleurs, certainement, et de manière à ce que ça ne soit pas, que le code ne se retrouve pas comme désuet, non applicable. Ça nous a permis de passer à travers, de manière à ce qu'on maintienne la confiance des citoyens envers les élus, leurs institutions, ce qui est quand même l'objectif premier du code de déontologie, il ne faut pas l'oublier, et ce qui est aussi la raison d'être du commissaire en bout de ligne. La crise est venue donner un sens à ces valeurs-là de service aux citoyens, de loyauté envers le peuple du Québec. C'était vraiment, comme tu l'as dit, Ariane, là, un contexte vraiment particulier. Ce serait absurde, ultimement, d'appliquer les règles du code puis que le résultat, ce soit d'être contraire aux valeurs que le code lui-même... C'est un non-sens. C'est ça, les valeurs, c'est la base du code et les députés doivent être guidés par les valeurs lorsqu'ils exercent leur charge. Et de la même façon... la commissaire. Exactement. Il y a une disposition du code, sans la citer, qui dit que le commissaire doit justement prendre en considération les valeurs dans l'interprétation du code. Donc, je pense que c'est ce qu'on a fait en l'occurrence. Ben, merci beaucoup. Je pense que ça peut être notre mot de la fin pour aujourd'hui. Merci, mesdames, de vous être prêtées au jeu de notre discussion sur la pandémie de COVID-19. Ça fait plaisir. Merci. Pour ceux qui nous écoutent, vous trouverez sur le site web du commissaire au ced-qc.ca dans la section sur les notes de bas de page les références à ce qui a été discuté aujourd'hui, donc les articles du code et des règles qui pourraient être applicables et toutes sortes d'autres références, incluant un lien vers l'allocution d'Ariane qui a été donnée dans le cadre d'un colloque de l'Observatoire de l'éthique publique sur ce sujet particulier là, de la pandémie. Sur l'éthique en temps de crise. Exactement. Donc, vous pourrez aussi laisser questions, commentaires sur le site web. Si jamais vous êtes intéressé à connaître le pourquoi des notes de bas de page, on vous invite à écouter l'épisode 0, donc la présentation du projet. Vous trouverez également le lien sur le site web du commissaire. On vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Mesdames, merci. À ceux qui nous écoutent, merci également. Et aux prochaines notes de bas de page.